Merci beaucoup à la FCM pour l'invitation, c'est apprécié. C'est toujours intéressant de pouvoir partager nos expériences en région. Je ne sais pas si il y a des personnes, des participants là, à qui ça va parler, mais j'espère que ça va pouvoir clarifier peut-être des questions ou des réflexions. Alors, chez nous, donc à la MRC du Rocher-Percé, on a, là j'essaie juste de voir, ah c'est ça. Alors, à MRC du Rocher-Percé, comme j'expliquais, le compostage a été implanté ainsi que le traitement des boues de fonds septiques en 2012. Et depuis, donc, on a quand même, au niveau de la gestion des matières résiduelles, ça fait un bond de 20 au niveau de la valorisation. On accueille quand même 3000 tonnes par année de matière organique. Mais tout ça, donc le traitement de compostage, ça génère quand même pas mal d'eau à traiter. Ce sont des eaux de compostage. Ces eaux-là, pour savoir, là, sur le site de compostage, donc toutes les eaux sont récupérées et elles sont entreposées dans un bassin d'accumulation. Elles sont accumulées dans un bassin d'accumulation. Et quand le bassin est trop plein, en fait, ce qu'on fait, c'est que, bien, depuis 2012, c'est qu'on on transporte les eaux vers les étangs aérés de Chandler. La municipalité de Chandler, qui est située, ces étangs-là sont situés à peu près, là, peut-être à une dizaine de kilomètres. Ça représente 225 camions par année et ce sont des coûts d'environ récurrents là, de 45 000 par année. Alors nous, on voulait faire mieux, c'est-à-dire c'est déjà bien, on composte, c'est vraiment too much, mais on voulait faire mieux et on s'est posé comme question, ben, est-ce qu'on pourrait réduire les coûts des transports, de transport des eaux? Est-ce qu'on pourrait réduire les gaz à effet de serre générés par ce transport-là? Est-ce qu'on pourrait réutiliser les nutriments qui sont contenus dans ces eaux-là? Alors, ce qu'on a fait, on a réfléchi, puis on savait qu'on s'est inspiré en fait d'un projet qui a été implanté par la ville de Rimouski en lien avec leur site de compostage. Il y avait implanté des saules sur une superficie de 1 hectare et donc pour traiter une partie des eaux. Alors nous, on s'est dit, ben, très bien, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre la totalité des eaux. On aimerait bien traiter la totalité des eaux de compostage en irriguant une culture de sol, mais grande superficie, c'est-à-dire sur 4 hectares. Alors, on a déposé et on a on a, nous, peut-être la chance, le privilège, je vous dirais, d'avoir un ancien dépotoir situé à 1,5 km du site de compostage au sud. Et donc, on s'est dit, ben tiens, voilà une belle combinaison. Alors, le projet a été accepté par les élus et on a réalisé les activités suivantes, c'est-à-dire on a retenu les services d'un consultant d'expérience. Dans ce cas-ci, nous, c'est Solinov, la firme Solinov. On a préparé une demande de soutien financier à la FCM à l'été 2016. Donc, on a déposé la demande, on a répondu à l'ensemble des questions, on a échangé avec eux. Et suivant l'autorisation, après ça, on a entrepris le processus d'appel d'offres parce que on se rend compte que pour un projet comme ça, c'est assez inhabituel dans le monde, dans le milieu municipal. Alors, il y a plusieurs petits blocs d'appels d'offres qu'il fallait enchaîner, si on veut. Alors, il fallait trouver un fournisseur d'équipements d'irrigation. C'est assez connu dans le domaine agricole, mais très peu dans le milieu municipal. Il fallait trouver un entrepreneur général, un fournisseur pour les boutures de saules, le choix d'un entrepreneur plus agricole pour installer des équipements d'irrigation et faut aussi sélectionner une équipe de plantation pour les boutures de saules. Alors, c'est un projet qui demande beaucoup de concertation, beaucoup de créativité et je vous passe les détails sur la patience demandée. Là, il y a des journées où c'est ça, il faut prendre son gaz égal, comme on dit. Alors, ce sont des activités qui sont inhabituelles dans le milieu municipal. Il faut beaucoup expliquer aux élus. Il faut parfois reculer d'un pas pour avancer de deux.
il y a aussi des enjeux de délai et de conditions d'appel d'offres en respect des règles municipales, puisqu'on est dans un domaine plus particulier ou moins habituel. Au niveau des appels d'offres, ça cause des problèmes, ne serait-ce qu'au niveau des entrepreneurs que tu peux inviter ou même de l'information que tu peux transmettre. Alors, il y a certains enjeux. Comment ça marche là, pour le site, un site là, d'irrigation de culture de sol? Bon, comme je le disais précédemment, c'est que l'eau est générée par le site de compostage. Elle est accumulée dans un bassin. Ces eaux-là vont être pompées par un petit poste de pompage vers le site à irriguer, où on va avoir planté les boutures de sol. Les eaux sont caractérisées parce qu'il faut connaître leur contenu en nutriments. Je vais le dire souvent, mais l'objectif, c'est de nourrir adéquatement la culture de sol. Donc, l'eau de compostage contient principalement de l'azote, du potassium, du phosphore et très peu de contaminants chimiques parce que l'eau de compostage, nous, ce n'est pas de source industrielle. Il faut installer un système de contrôle qui va permettre de gérer les apports en fonction des besoins des sols, alors pas plus. Les jours de dosage vont respecter un calendrier qui prend en compte notamment les besoins d'irrigation, les précipitations, l'inventaire au bassin. Donc, il faut conjuguer avec tout ça. Il y a plus de 66 000 boutures de sol qui seront implantées et alimentées par des petites tubulures qui vont permettre un dosage goutte à goutte. Il va y avoir aussi un système de contrôle, donc piézomètre et bassin de surveillance, qui va nous permettre de s'assurer que le dosage n'excède pas la capacité du sol et que les nutriments répondent aux besoins et sont bien consommés par la plante. Pourquoi les saules? Alors, on a choisi, le saule a été choisi parce que c'est une plante qui pousse très, très, très vite et qui adore les nutriments qui, par chance, sont contenus dans les eaux de compostage, donc azote, potassium, phosphore. Et pour vous expliquer un peu le cycle du compostage, quand on composte les matières organiques, pour que le compostage soit bien activé, bien, il y a la matière organique qui arrive au site, on la mélange avec un structurant qui est souvent du copeaux et on mélange avec un équipement, un chargeur. Alors tout ça fait que le compostage prend forme. Donc on utilise beaucoup de copeaux de bois en structurant. Alors le cycle ici, l'intérêt pour nous, c'était donc de planter des saules. On les irrigue avec les eaux qui sont générées au site de compostage. 2 ou 3 ans plus tard, on coupe les saules, à peu près à 1 pied du sol. On met en copeaux ces saules-là et on les réintroduit comme apport structurant au niveau du processus de compostage. Alors pour nous, ça fait du sens. C'est un bel exemple de synergie. Et ça répond à un problème qu'on a, c'est-à-dire la gestion des eaux de compostage. Les avantages du projet et ses enjeux, donc pour nous, c'est vraiment, ce qu'on souhaite, c'est diminuer au minimum le transport des eaux de compostage. Bien sûr, il va falloir respecter la période la période de consommation des saules, donc le dosage va se faire principalement de avril à fin novembre. Le reste du temps, on accumule les eaux dans notre bassin. Ça réduit les coûts de transport de façon importante. Juste vous dire que nous, le payback, ce qu'on a calculé là, comme payback du projet, c'est-à-dire rentabilité projet, c'est sur 4 à 5 ans au niveau de l'investissement commis. Ça va réduire les gaz à effet de serre nécessairement, principalement associés au transport. On vient valoriser des nutriments. Avant, tu sais, en les acheminant à la station d'épuration des étangs aérés, les étangs aérés n'avaient pas du tout de problème à gérer ces eaux-là, à traiter ces eaux-là, mais
nécessairement les nutriments étaient d'une certaine façon gaspillés. Ça nous permet de réutiliser le sol une fois qu'il est coupé. Et on vient améliorer visuellement un site dégradé, l'ancien dépotoir qui a été fermé, oui, mais qui visuellement, qui présentait pas vraiment d'attrait. Ce projet-là présente quand même plusieurs enjeux. Vous avez remarqué que j'ai parlé au futur quand j'en ai expliqué là, la mécanique. C'est que nous, on pensait être capable de démarrer le projet cette année, mais on a eu beaucoup de retard au niveau des appels d'offres. Il a fallu reprendre les appels d'offres parce que les entrepreneurs ne comprenaient pas bien nécessairement les devis. Il a fallu revoir, scinder des activités de devis pour être capable de cibler les bons entrepreneurs. Donc, dans les enjeux, c'est d'arrimer les divers corps de métier, l'entrepreneur général avec l'agricole, avec des fournisseurs spécialisés. Il faut aussi dénicher des entrepreneurs en région qui sont ouverts à ce type de travaux. Comme je disais, il faut leur expliquer et peut-être les rassurer là, sur les aspects qu'ils maîtrisent moins ou qu'ils n'ont jamais vraiment réalisé. Il faut évidemment, dans tout ça, il faut venir contrôler les coûts. Et avec un échéancier qui est assez complexe, il faut travailler sur une période estivale qui est assez courte en Gaspésie, qui est plus que 2 semaines. Certains de mes amis me disent souvent que en Gaspésie, vous avez juste 2 semaines d'été, mais on en a plus que ça. Et donc, il faut aussi s'assurer donc de la disponibilité des divers fournisseurs pendant cette période-là qui est très occupée pour eux. Alors, c'est un projet qui présente de beaux défis, mais qui constitue quand même une solution qui demeure très attrayante au niveau économique et environnemental. Il faut savoir que, donc, je le rappelle, la MRC de Rocher-Percé a obtenu un soutien financier de la Fédération canadienne des municipalités. Pour ce projet-là, le projet est évalué à environ 400 000. Ça va jouer autour de 450 000 au final, probablement. Mais on a eu un soutien financier et sans ce soutien financier-là, on aurait peut-être, ça aurait pris peut-être des arguments peut-être un peu plus solides pour procéder. Les étapes à venir, donc au 13 novembre, nous, on a déboisé, il y avait une petite partie du site à déboiser parce que quand tu viens implanter le système d'irrigation, on cherche à faire des genres de carrés, si on veut. C'est vraiment des tubulures qu'on vient aligner de façon parallèle sur des zones pour faciliter la plantation. On a déjà reçu des fournitures d'irrigation qui ont été livrées. Les appels d'offres, il y a certains appels d'offres qui sont à relancer d'ici mars 2018. On va préparer le nivellement du site. Il faut vraiment que le site soit le plus nivelé possible avec une pente maximum de 4-5 pour justement que le goutte à goutte soit contrôlé le plus efficacement possible. Et donc, il faudrait réaliser les travaux d'ici août 2018 pour qu'on puisse débuter le pompage vers la culture de sol en septembre et profiter en fait de l'automne pour alimenter, procéder à nos premières alimentations. Et après ça, nous, on va suivre le projet pendant les 2 premières années. Là, on va beaucoup documenter, prendre beaucoup d'échantillons, d'analyses, d'observations pour être capable de documenter au mieux et que ça puisse être transférable comme expertise développée. Alors, la culture, donc, ça va être alimenté d'avril à novembre. Et de décembre à avril, on accumule l'eau dans le bassin dans l'attente de la prochaine saison d'irrigation. Alors voilà, peut-être que j'ai été trop rapide ou peut-être trop expéditive, mais allez-y de vos questions. S'il y a des aspects qui n'étaient pas clairs, vous pouvez aussi nous rejoindre à tout moment. Voilà. Bonjour, merci beaucoup Nathalie. À nos participants, on vous invite absolument de poser vos questions dans la boîte dialogue pour Nathalie ou pour tous nos conférenciers. Moi j'ai une question pour commencer.
Nathalie, de votre côté, comment avez-vous impliqué les services municipaux concernés et les citoyens jusqu'à présent dans le développement de ce projet? Au niveau des services municipaux, je vous dirais qu'on a travaillé principalement avec une des localités qui est propriétaire, en fait, justement, du lieu d'ancien dépotoir, si on veut. Alors, on collabore, que ce soit par du partage d'équipements. Il y a beaucoup de sensibilisation, d'abord, des élus de territoire qui est visé. Alors, des échanges, s'assurer qu'ils comprennent bien, qu'ils ont bien, que la maîtrise des enjeux et des avantages soit bien perçue. Au niveau des citoyens, je vous dirais que mis à part une campagne d'information qui est somme toute positive parce que on vient réduire en fait le transport dans le secteur, il n'y a pas eu de collaboration autre avec les citoyens, là, ne serait-ce que sur des échanges assez positifs. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, absolument. Étant donné que vous êtes encore à la phase d'implantation, jusqu'à présent, vous avez parlé un peu des changements, des imprévus. S'il y avait d'autres qui s'intéressaient à ce type d'approche pour gérer leur eau de compostage, quel conseil est-ce que vous leur offrirez en cherchant cette approche ou d'autres approches novateurs pour résoudre ce problème? Je dirais que de notre côté, moi, je pensais qu'on avait très bien planifié. La planification, si on pense qu'on est prêt, ben on recommence parce que on a eu beaucoup vraiment de surprises. Comme je disais, là, au niveau des devis, il faut vraiment être créatif, il faut pratiquement challenger les règles municipales là, pour que ça s'adapte aux réalités municipales, mais dans un contexte d'originalité du projet. Ce n'est pas un projet conventionnel. Alors, cet aspect-là, il faut peut-être même le travailler en amont avec le MAMO là, et trouver des solutions qui vont faciliter les appels d'offres. Je dirais aussi de faire appel à un consultant d'expérience qui connaît le milieu, parce que on a eu à plusieurs reprises à trouver un plan B ou un plan C là, au niveau des fournisseurs, ne serait-ce que pour dénicher des fournisseurs. Alors, c'est important de travailler avec des consultants qui ont une réelle expertise dans ce domaine-là. Est-ce que, une question de Francis Bordelot, si cette méthode a déjà été utilisée avec succès ailleurs au Canada, oui, que vous sachiez? Ben, oui, en fait, à la ville de Rimouski, comme je disais, ils ont déjà 1 hectare qui est en opération, qui est en production. Ils ont déjà procédé à une coupe d'ailleurs, et ça fonctionne très bien, sur 1 hectare. Sur de plus grandes superficies, honnêtement, je sais pas trop si ça a été utilisé dans ce contexte-là, c'est-à-dire d'un arrimage entre une génération d'eau usée et irriguer la culture de saule pour un retour de saule, là, sur plus grande échelle, je ne sais pas. Merci. Nous avons le temps de retourner à quelques questions qui ont été posées pour Alain. Alain, est-ce que vous êtes là? Oui. Alors, une question de Francis Bordelot qui demandait quelle réglementation fédérale s'applique au contrôle de la toxicité relative à l'azote ammoniacal? Bien, comme on parlait tantôt en début de présentation, c'est la réglementation, c'est attends un petit peu. Le règlement sur les rejets des stations de traitement d'eau sur la loi des pêcheries fédérales là, qui couvre ça, si on veut, cette partie-là. Je pourrais peut-être répondre à celle-là, c'est Denis Dufour. C'est des tests de toxicité aiguë sur des truites et des daphnies qui sont menés mensuellement. Puis on se doit d'être non toxique, de présenter aucune toxicité aiguë sur ces essais-là mensuellement. Là. Merci à vous deux. Une autre question qui a été posée pendant la présentation d'Alain était
Peut-être plus un commentaire de Ghislain Bergeron, disons que les opérateurs de catégorie 0W1, OW1, qu'il y a des formations qui seront données à compter de janvier 2019. Ouais, ben, Vous avez des commentaires là-dessus? Oui, janvier 2019, c'est dans un bon petit bout de temps. Je sais que les gens qui sont en train de préparer cette formation-là, c'est les gens à Shawinigan qui ont eu le mandat. Les formations n'étaient pas disponibles encore récemment, mais j'ai l'impression qu'ils vont être disponibles avant cette date-là. Ça nous mène dans plus qu'une année. Une petite question pour vous, Alain. Est-ce que vous prévoyez de croître le programme Techstar Offre du Québec? Ben, je vous dirais, les outils qu'on a qui sont développés sont pas mal tous en français. Le programme est déjà offert sans qu'on en fasse la promotion de façon très agressive aux municipalités canadiennes qui, un qui fonctionne en français, deux qui pourraient utiliser l'information du côté francophone. On travaille déjà à faire la promotion des programmes d'excellence en eau potable à travers les sections canadiennes de l'American Water Works. Par rapport au programme Techstar, on est à terminer, si on veut, les validations, les indicateurs de performance, les outils de saisie de données. Puis oui, c'est un programme qui pourrait être offert rapidement, je pense, aux autres municipalités canadiennes, petites ou grosses, à travers différents partenaires. Je pense aux sections canadiennes de la WEF. Je pense peut-être aussi à travers la FCM, là, qui pourrait servir de lien avec les municipalités canadiennes. Une autre petite question. Vous n'avez pas parlé beaucoup de l'échange parmi les pairs qui participent au programme Techstar. Est-ce que vous pouvez discuter un peu des avantages de cet aspect apprentissage en pair? Je vous dirais, c'est probablement au niveau terrain, au niveau des clients, des membres, l'aspect qui est le plus important, le plus profitable à chacune des stations, des opérateurs. Je vous dirais 2 à 3 fois par année, on tient des réunions de travail, si on veut, et avec les gestionnaires dans un premier temps, et avec les opérateurs, les gens qui sont sur le terrain de chacune des stations, à travers un thème technique spécifique à chacune des réunions. Bien, on provoque des discussions directement là, de personne à personne, d'expert à expert, qui permet d'avoir un échange d'informations, si on veut, qui est très pratique, très appliqué. Je dis souvent, c'est motivant parce qu'il y a un effet de groupe, ces rencontres-là. C'est efficient parce qu'on ne fait pas toutes les mêmes erreurs. On apprend des erreurs des autres, on expose les erreurs qu'on a faites. C'est innovant parce que ça nous permet de se partir des succès des autres, mais d'aller plus loin aussi, de continuer à développer en fonction de nos stations. Et aussi gratifiant parce que ça nous permet de revenir au groupe, faire partager nos expériences, puis à ce moment-là, continuer à améliorer nos procédés. On parle procédés, on pense équipement, mais aussi il faut penser procédures de travail aussi, qui sont un aspect important que souvent on néglige dans l'aspect de l'exploitation des stations de traitement. Merci beaucoup, Alain, et aussi à tous nos conférenciers, à Alain, Denis et Nathalie. On vous remercie vraiment à tous pour votre collaboration dans la livraison de cet webinaire. Pour tous les conférenciers, pour vous rappeler que nous allons envoyer un courriel avec les présentations et les liens pertinents à différents programmes qui ont été mentionnés. Alors, vous allez recevoir ce courriel dans les prochaines journées. Et après que vous fermez l'application WebEx, vous allez voir notre sondage à propos de ce webinaire. On vous encourage tous de le remplir pour que nous puissions toujours répondre de plus en plus à vos demandes et à vos besoins. Alors, on vous remercie à tous et on vous souhaite une bonne journée.